À tout santé, l'émission réalisée avec le soutien de Bayer. Bonjour et bienvenue dans À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler des moyens de contraception. Plus de 90% des femmes sexuellement actives et qui ne souhaitent pas d'enfants utilisent une méthode contraceptive. Mais comment choisir son moyen de contraception? Quels sont les différents types de contraceptifs qui existent? Doit-on changer de contraception après 30 ans? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre. Alors, dans la première partie de l'émission, nous aborderons la question de la contraception des jeunes filles de 18 à 30 ans. Nous irons dans un premier reportage à la rencontre de conseillères du planning familial. Nous aurons une chronique pédagogique avec le docteur Alice Faure qui va nous parler des dispositifs intra-utérins. Y a-t-il encore des tabous? Et dans la seconde partie de l'émission, nous aborderons la question de la contraception chez les femmes de plus de 30 ans. Karine Cossineau, notre expert, nous parlera des complications cardiovasculaires de la contraception hormonale et nous terminerons avec la revue du web présentée par Fanny Mazméjean. Sur le plateau d'À tout santé, nous accueillons nos invités, le docteur Julia Maruani qui est gynécologue, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée d'une patiente, Mélodie Desrolles. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons aussi Claire Ricciardi qui est porte-parole et formatrice au planning familial. Bonjour, merci d'être là. Et enfin notre chroniqueuse Alice Faure, bonjour et merci d'être là. Merci. Docteur Maruani, nous allons évoquer dans cette première partie d'émission les moyens de contraception chez les jeunes femmes. Alors, avant de voir notre premier reportage, j'aimerais bien que vous nous dites, est-ce que vous pensez que les jeunes filles sont suffisamment informées sur les méthodes contraceptives? Est-ce qu'elles ne font pas beaucoup d'erreurs? Alors, il y a deux choses. Effectivement, les erreurs et l'information sont assez différents. Il y a quand même une information qui est probablement insuffisante dans notre pays. Pas assez d'intervention au niveau des collèges, des lycées, puisque c'est assez disparate selon les établissements et les villes. Sachant que la contraception, c'est un sujet qui est quand même assez tabou pour pas mal de familles. Donc, il y a un certain nombre de jeunes qui, effectivement, n'ont pas accès. Alors, aujourd'hui, les jeunes ont quand même accès au niveau de l'informatique, des ordinateurs, etc. Donc, ils peuvent avoir accès à certains sites sur la contraception. Et en ce qui concerne les erreurs, on va en parler un petit peu au fur et à mesure, il y a surtout des erreurs au niveau de la prise des pilules. Ça peut se discuter. D'accord, très bien. Et vous pensez que le taux d'IVG reste encore très élevé en France à cause d'une méconnaissance des moyens de contraception? Alors c'est une question compliquée. Oui, je me doute bien. Je pense que c'est difficile d'y répondre rapidement. Je pense qu'on pourrait baisser en tout cas un petit peu le taux d'avortement si il y avait une meilleure information, un meilleur accès pour certaines femmes à la contraception. Après, les avortements ne sont pas tous liés à des erreurs de contraception, il y a des échecs de contraception, donc il y aura une part peut-être un peu difficile à diminuer, mais en tout cas il y a des efforts à faire en termes de contraception, oui. Écoutez, merci. Je pense que de toute façon nous allons visionner un reportage qui va être présenté par Patrick Loez et qui va déjà nous donner un état des lieux et nous reprendrons notre discussion après la diffusion du reportage. Le choix d'un contraceptif marque une étape importante dans la sexualité d'une femme. Pilule, stérilet, implant ou encore patch, les moyens de contraception sont aujourd'hui nombreux, efficaces et adaptés aux différents modes de vie. Les différents moyens de contraception disponibles actuellement, il y a les méthodes hormonales, la pilule qu'on connaît bien, qui se prend tous les jours, qui est très appréciée par les jeunes filles parce qu'elles connaissent bien, avec les risques d'oubli qu'on connaît aussi. Le patch, on le colle sur la peau pendant 3 semaines. Et l'anneau, qui est un anneau souple plastique qui se met dans le vagin 3 semaines par mois. Et ça permet aux débutantes en contraception, aux jeunes filles un peu tête en l'air, de moins oublier leur contraception. On a aussi l'implant qui est un petit bâtonnet qui diffuse des hormones qu'on met sous la peau du bras, qui a l'avantage d'être en place pendant 3 ans et d'assurer une contraception qu'on n'oublie pas. Et après, on a les stérilets. Donc le stérilet au cuivre qui est la forme naturelle sans hormones, avec les règles naturelles, et le stérilet avec hormones qui ne donne pas de règles du tout. Et il est à noter que ces 2 stérilets maintenant peuvent être posés chez des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. C'est une avancée pour la contraception de tout le monde. Le stérilet maintenant peut être mis à n'importe quel âge, absolument, même chez les jeunes filles, après 2 ou 3 vérifications médicales. La majorité des personnes reçues ici sont des jeunes filles mineures,
Après, il y a aussi des jeunes majeurs, des femmes en difficulté, de tous âges. On peut dire que ça va de 14 ans à 70 ans. Elles viennent ici parce que c'est plus simple pour elles. Elles sont sûres de la confidentialité et de la gratuité. Pour des jeunes filles, c'est très important que leur famille, leurs parents ne soient pas au courant. Et pour certaines femmes aussi. Les contraceptifs les plus utilisés, c'est la pilule évidemment, chez les jeunes filles, qui est quand même toujours le contraceptif le plus en vogue. Le stérilet au cuivre devient très utilisé aussi chez les personnes justement qui n'ont plus envie de prendre d'hormones, qui ont envie d'une contraception plus naturelle. La contraception de demain, c'est les contraceptions qu'on n'a pas peur d'oublier. Voilà, celles qu'on ne doit pas prendre tous les jours, celles qui sont fiables et celles qui ont le moins d'effets secondaires possibles. Docteur Julia Marouani, on a vu un peu les différentes méthodes contraceptives, mais il s'est passé pas mal de choses ces dernières années en matière de contraception. On n'est pas dans un paysage complètement régulier. Il y a une crise de la pilule il y a 3 ou 4 ans, quand les femmes ont découvert en particulier qu'il y avait un certain nombre de risques à prendre la pilule. Alors est-ce que ça a entraîné une méfiance vis-à-vis de la contraception hormonale, cette crise ? Oui, effectivement, il y a quand même eu une diminution, voire un arrêt de certaines contraceptions hormonales par les patientes suite à la crise de la pilule. Après, ça a probablement été un petit peu exagéré en termes d'inquiétude. Les risques cardiovasculaires liés à la contraception hormonale sont connus depuis très longtemps. Ce n'était pas une nouveauté. Ça a été médiatisé à ce moment-là suite à des études réalisées sur des cohortes dans d'autres pays. Il faut quand même relativiser le risque entre les différentes générations de pilules, qui est quand même... donc ce risque, il existe. Ça nécessite que tous les professionnels qui vont prescrire les contraceptions hormonales s'enquièrent des antécédents de leurs patientes, de leur état de santé. Mais en tout cas, ça ne nécessite pas d'interrompre cette pilule et les différentes pilules et d'entraîner ce qui s'est passé lors de la crise de la pilule des patientes qui se retrouvaient sans contraception. Et qui ont été enceintes et qui ont eu des IVG. Entre autres, il y a quand même eu une augmentation en 2013 un petit peu du nombre d'IVG en France. Claire, est-ce que vous avez senti un basculement à ce moment-là ? Alors, c'est vrai que la contraception, c'est un peu comme la lecture. Chacun doit apprendre. C'est pas parce que nos mères, elles ont fait quelque chose que les jeunes filles, elles doivent... Donc, il faut faire de l'information tout le temps. Et c'est vrai que par rapport à la contraception, la pilule a été la première contraception qui a libéré, qui a permis de quand même contrôler beaucoup les naissances. Et elle est restée comme le moyen phare. Et on dit aux jeunes filles, quand tu seras grande, quand tu auras des relations sexuelles, tu prendras la pilule. Je pense qu'il faut peut-être commencer un peu à changer le message et dire quand tu seras grande, que tu auras des relations sexuelle, tu prendras un moyen de contraception. Parce que le meilleur moyen de contraception, c'est quand même celui qu'on choisit et qui est adapté à ce qu'on fait. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas adapté pour prendre la pilule. Le médecin en a parlé. Il y a d'autres formes de contraception hormonale, mais il y a aussi donc effectivement les dispositifs intra-utérins, qui est le grand nom scientifique, on va dire, du stérilet. On connaît plus le mot stérilet que le mot dispositif intra-utérin. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui, avec les dangers qui ont été dits, même si on les connaissait avant, de la pilule, a permis de faire un peu ressortir et que des personnes se disent mais oui, quand même, je peux le mettre, même si j'ai pas d'enfant, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui reste beaucoup dans les discours. On dit des personnes qui mettent le stérilet sans avoir d'enfant, leurs amis disent « Ah bon, mais c'est pas dangereux ». Non, c'est pas dangereux du tout. Si un médecin le fait, c'est qu'il sait que ça n'est pas dangereux. Oui, docteur Julia Marouani, quand vous voyez une jeune fille de 18 ans qui veut bien pour une contraception, comment vous choisissez, comment vous déterminez pilule, implant, anneau, voire stérilet? Comment vous faites? Sur quels critères vous décidez? Alors déjà, le plus important, c'est pas nous qui choisissons, qui devons choisir. Ça reste vraiment le choix de la patiente. C'est-à-dire que nous, on est là pour, une fois qu'on a pris soin de voir son état de santé, si elle a des contre-indications particulières, on est là pour lui proposer toutes les contraceptions qu'elle peut utiliser, en lui expliquant comment se prennent chaque mode de contraception, des choses qui se prennent de façon journalière ou hebdomadaire, mensuelle, ou des contraceptions de longue durée d'action, donc le stérilet et l'implant. Et après, c'est la patiente qui va choisir un petit peu en fonction de ses propres idées de départ, de ses connaissances, de ses expériences de personnes qu'elle connaît. Elle va souvent s'orienter sur un mode de contraception. Un mode de contraception, ça s'essaye. C'est ça que je dis souvent aux patientes en consultation, dire que c'est pas parce que la cousine a eu une mauvaise expérience avec un stérilet, un implant ou tel type de pilule que ça ne va pas convenir à la patiente. Chaque patiente est différente, réagit de façon différente aux hormones et à son mode de contraception. Donc c'est vraiment important de discuter avec la patiente, voir ce qui l'intéresse le plus, et à ce moment-là, elle choisit, elle essaye un mode de contraception. En tout cas, voilà, je reprends tes mots, c'est la patiente qui choisit la contraception, c'est important, et nous on lui fait l'éventail de ce qu'elle peut avoir accès. Mélodie, alors vous êtes patiente, vous avez eu du mal
mal à trouver votre contraception au départ. Racontez-nous un petit peu votre itinéraire et votre parcours. Alors moi j'ai commencé comme je pense la plupart des jeunes filles à prendre la pilule. Et ensuite, vers mes 23 ans, suite à plusieurs oublis répétés, donc aller prendre la pilule du lendemain en urgence ou pas respecter des horaires réguliers, j'ai décidé d'utiliser un autre moyen de contraception. Donc j'en ai parlé avec le docteur Maruani. Et d'un autre côté aussi, je fume. Donc j'avais aussi cette envie d'arrêter les hormones et le stérilet me paraissait le choix le mieux pour moi en fait. Donc on en a discuté, oui. Bon, écoutez, c'est déjà très important. Est-ce que tous les moyens de contraception qu'on a décrits ici, l'implant, la pilule, le stérilet, ils sont tous efficaces de la même manière ? Alors, il y a des petites différences de chiffres, mais globalement, tous les modes de contraception qui sont disponibles, les modes de contraception médicale, on ne va pas parler de méthode naturelle. Voilà, méthode naturelle ou de diaphragme ou autre. En tout cas, tous les autres, anneaux, pilules, stérilets, implants, ont des modes d'efficacité très très élevés. Le taux d'échec est très faible. Alors c'est vrai qu'il y a des méthodes dites naturelles. On serait peut-être pas mal de dire quelques mots sur les spermicides. Est-ce que ça ne marche pas vraiment bien ? Disons que là, surtout sur les populations jeunes où la fertilité est maximale, c'est un mode de contraception qui est totalement insuffisant pour les femmes jeunes. Après, ça peut être associé justement à l'utilisation de diaphragme pour les patientes qui choisissent ce mode de contraception, mais ça reste quand même insuffisamment efficace si vraiment on ne veut pas de grossesse. Et les jeunes filles, quelle est leur demande principale ? Moi, on m'a dit que maintenant, avec la mode du bio et de l'écologie, les jeunes filles vont de plus en plus vers des demandes naturelles. Est-ce que vous voyez ce genre de demande au planning familial ? C'est assez réduit, il n'y a pas beaucoup, mais c'est vrai que ça existe, des gens qui ne souhaitent pas prendre d'hormones, qui ne veulent pas de corps étranger aussi. Chaque personne peut avoir ses résistances, et c'est vrai que le moment de l'écoute et d'écouter ce que recherchent les personnes, c'est important. Et c'est vrai que souvent quand on dit mais vous savez, il faudra peut-être, vous n'aurez presque pas de relation, parce que les méthodes naturelles, c'est une méthode de surveillance de l'ovulation beaucoup, et du coup ça réduit beaucoup les moments où on est autorisé entre guillemets à avoir des relations sexuelle. Donc c'est vrai que souvent les gens se disent bon, est-ce que je vais y arriver ? Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous dites beaucoup de 18 ans, et il y a des personnes mineures. Il faut savoir que dans les centres de planification, ce qu'on appelle communément le planning familial, les personnes mineures sont reçues gratuitement et confidentiellement aussi pour avoir un moyen de contraception par un médecin qui le leur prescrit. Et quand les jeunes filles n'ont pas envie d'avoir une contraception à long terme, si je puis dire, parce qu'elles ont des rapports irréguliers, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Le préservatif, c'est compliqué parce qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas envie d'avoir un stérilet ou une... Qu'est-ce que vous proposez ? Ça arrive, ce genre de demande ? Oui, alors moi, après, je déconseille les arrêts, les reprises de contraception, parce que est-ce que vraiment on a toujours le temps d'anticiper qu'on va rencontrer quelqu'un, avoir une relation sexuelle ? Donc en tout cas, chez les patientes sous pilule, je leur conseille de rester sous contraceptif, par exemple, ou je ne retire pas un stérilet assez régulièrement, fréquemment. Merci beaucoup. Écoutez, maintenant on va parler avec Alice Faure, c'est plutôt elle qui va nous parler d'ailleurs, et elle va nous parler du stérilet et des tabous. Existe-t-il encore des tabous face au stérilet ? Aujourd'hui, nous allons parler du dispositif intra-utérin, progestatif ou hormonal, puisque la dernière fois, nous avions parlé du dispositif intra-utérin mécanique. Je vous rappelle que dispositif intra-utérin, c'est la même chose que stérilet. Donc concernant ce stérilet hormonal, l'action de l'hormone est effectuée localement au niveau de l'utérus. Néanmoins, autour du dispositif intra-utérin, il reste encore pas mal de tabous. Alors non, cela ne rend pas stérile. Non, cela n'est pas gênant lors des rapports sexuels. Et non, n'ayez pas peur de la pause, car en effet, ça peut être un petit peu désagréable. Néanmoins, vous pouvez prendre des antalgiques. Et donc, si vous êtes douillette, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Mais surtout, avec ce dispositif intra-utérin, il y a de nombreux avantages. La première des choses, c'est que c'est tout simplement efficace. Deuxièmement, c'est plus confortable parce qu'il y a des dispositifs de petite taille qui sont donc adaptés à toutes les femmes, y compris aux femmes jeunes. Et enfin, et ça c'est un avantage qui n'est pas des moindres, plus de crainte d'oublier la pilule. Alléluia, on a trouvé une solution. J'espère que j'ai été assez claire, que maintenant le stérilet ou dispositif intra-utérin n'a plus aucun secret pour vous. À bientôt. Écoutez, merci beaucoup Alice pour toutes ces précisions. C'est vraiment intéressant d'avoir pu remettre un peu les pendules à l'heure sur ce sujet qui fait beaucoup peur aux femmes en général, pendant longtemps en tout cas qui leur a fait peur.
Écoutez, merci à vous d'avoir été dans cette première partie émission. On va continuer dans quelques instants avec un deuxième reportage. On va parler de la contraception pour les femmes de plus de 30 ans. Je vous remercie beaucoup, Alice, d'avoir été là. Je vais vous libérer et puis on se retrouve sur le plateau dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. 82% des femmes de 30 à 55 ans utilisent un moyen de contraception à long terme. Simple d'utilisation, un taux d'efficacité proche de 99% et une durée de vie de 3 à 5 ans, le stérilet et l'implant sont les contraceptifs les plus utilisés par les femmes après 40 ans. Entrez, je vous en prie, installez-vous. J'ai 36 ans, je prends un contraceptif depuis l'âge de 14 ans, qui est une pilule contraceptive. Je consulte régulièrement ma gynéco chaque année pour faire un frottis, un contrôle. Et là, j'ai eu une enfant qui a 5 ans aujourd'hui et je souhaiterais avoir des informations avec ma gynéco au sujet des autres moyens de contraception qui pourraient éventuellement me convenir par rapport à mon âge et à mes grossesses et puis à tout le reste, quoi. Les modes de contraception, on va les classer en gros en modes de contraception qui sont à utilisation régulière, donc tout ce qui va se prendre tous les jours ou mensuellement. Donc il y a tout ce qui est pilule par voie orale, l'anneau contraceptif qu'on met au niveau du vagin et les patchs qu'on va coller au niveau de la peau. Après, il y a des modes de contraception qu'on appelle de longue durée d'action. Il va y avoir l'implant contraceptif et les différents stérilés, ça qui sont entre 3 et 5 ans selon les différents modèles. La contraception, elle va surtout se choisir après une discussion qui est assez longue avec la patiente sur ses antécédents, puisque pour une prescription notamment de pilules, avec certains risques cardiovasculaires, il faut s'assurer qu'elle-même ou dans sa famille n'ait pas eu des antécédents particuliers qui pourraient contre-indiquer la prescription de certaines pilules. Même s'il n'y a pas de risque particulier, c'est quand même un risque de prendre des hormones comme ça, avec dans ma famille des antécédents de cancer du sein. Certes, ça me fait réfléchir un petit peu, donc à voir peut-être dans quelques temps à passer sur un moyen mécanique de protection comme un stérilet au cuivre, justement sans hormones, qui pourrait rentrer dans mon cas personnel des choses face à cette cette prise hormonale tous les jours comme ça avec l'antécédent que j'ai. Oui, en effet, ça peut me faire réfléchir, oui. Donc nous, on est là pour évaluer les situations à risque cardiovasculaire chez la femme qui vont contre-indiquer une prise de pilule. Par exemple, c'est important de rappeler que passé 35 ans, si la patiente est fumeuse, on ne peut plus prescrire de pilules qui vont contenir des œstrogènes. De retour sur le plateau d'Atout Santé avec le docteur Julia Maruani, qui est accompagnée aussi de Mélodie Desrolles. Nous avons la chance d'avoir Claire Ricciardi, qui est toujours porte-parole et formatrice au planning familial. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et nous accueillons notre chroniqueuse, le docteur Karine Cossino. Bonjour Karine. Bonjour. Voilà. Alors, on a parlé des jeunes filles tout à l'heure. Est-ce qu'en grandissant, est-ce qu'en vieillissant, on n'est pas vieux après 30 ans, mais est-ce qu'il faut changer de mode de contraception? Est-ce qu'après 30 ans, il faut réfléchir? Ou est-ce que c'est après qu'on ait eu des enfants qu'on doit changer? Qu'est-ce qui change en fait après l'âge venant, si je puis dire? Alors, la seule chose qui va vraiment changer avec l'âge, c'est le tabagisme et la pilule œstroprogestative. C'est ce qu'on disait dans le reportage qui vient d'être diffusé. Sur le reste, moi j'ai tendance à vouloir un peu casser l'ordre de la norme contraceptive qui dit qu'on commence par la pilule. Pour une fois qu'on a eu des enfants, devoir mettre un stérilet. Je pense que chaque femme va choisir un petit peu ce qu'elle veut en fonction de sa vie, ses choix, et que c'est pas vraiment lié à l'âge, le mode de contraception, hormis la restriction du risque cardiovasculaire. Peut-être quand même passer 40 ans, surtout chez les femmes qui ont des antécédents dans leur famille, de cancer du sein et autres, on pourrait quand même leur proposer plus facilement des méthodes non hormonales pour la suite de leur contraception. Parce que vous pensez qu'il y a un lien entre cancer du sein et pilule? Alors là, c'est une question encore là aussi compliquée, mais je l'ai évoquée. Alors non, à part pour les patientes qui présentent des mutations génétiques héréditaires, où là vraiment il y a une contre-indication à poursuivre trop longtemps la contraception œstroprogestative, pour les autres patientes, il n'y a pas de risque important d'augmentation du cancer du sein avec la pilule. Je sais que c'est un long débat. Claire, est-ce que vous voyez des femmes de plus de 30 ans qui viennent au planning familial ou c'est plutôt des jeunes filles au planning familial? Alors, on a plutôt, le planning familial est plutôt réputé pour la jeunesse du fait de la confidentialité, parce que c'est une des grands bénéfices du planning familial, c'est qu'on vient, c'est confidentiel et gratuit, on n'a pas besoin d'en parler à ses parents. Après, c'est vrai qu'il y a des fois des difficultés pour trouver des gynécologues, il y a parfois des dépassements, c'est cher, donc c'est vrai qu'il y a aussi la question du
rien. Et du coup, on a aussi des personnes qui ont plus de 30 ans qui viennent, oui. D'accord. Et dites-moi, Julia, est-ce que le stérilet est la méthode des femmes qui ont déjà eu des enfants? Ou pas forcément? Oui, on va dire que dans l'utilisation, la majorité des patientes qui mettent un stérilet à l'heure actuelle, c'est des patientes après avoir eu 1, 2 ou 3 enfants qui décident d'utiliser des contraceptions par stérilet, des fois même entre 2 grossesses. Mais ce qu'on a déjà évoqué, c'est qu'on peut le proposer à des femmes plus jeunes aussi. Mais c'est souvent un choix que font les femmes, de mettre un stérilet après les grossesses. Alors, il y a plusieurs types de stérilets sur le marché. C'est le médecin qui choisit la forme, le fait que ce soit hormonal ou pas hormonal. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre le fait que ce soit hormonal ou pas hormonal? Oui, en termes de forme, ça c'est un petit peu du détail de gynéco, de médecin. Oui, les stérilets hormonaux sont à la fois contraception, mais sont aussi un traitement pour les patientes qui vont avoir des hémorragies, des saignements abondants pendant les règles, voire en dehors des règles. Donc, c'est utilisé de ces deux façons. Après, il y a comme les stérilets hormonaux vont entraîner une diminution des règles, voire un arrêt des règles, ça peut aussi être un choix de femmes qui ne veulent plus avoir leurs règles, d'emblée utiliser un stérilet hormonal pour diminuer leurs règles ou les arrêter. Et alors jusqu'à quel âge il faut garder une contraception hormonale ou un stérilet? Jusqu'à la ménopause. Jusqu'à la ménopause, ah oui, il faut aller jusqu'au bout. Pas avec la pilule peut-être, mais en tout cas, c'est difficile de savoir à quel moment la fertilité s'arrête réellement pour une femme. Donc on a tous tendance à continuer la contraception jusqu'à la ménopause. Sauf qu'il y a certains stérilets qui enlèvent les règles, si j'ai bien compris. Oui. Et certaines pilules aussi. Aussi. Voilà, il y a plusieurs façons de faire. Soit on voit si la patiente cliniquement a des symptômes de ménopause, ou on peut faire des pauses de la contraception pour voir où elle en est. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications qui nous concernent toutes, puisque nous sommes un panel de femmes ici réunies autour de cette table. Je vais passer tout de suite la parole au docteur Karine Cossineau pour la parole d'expert, les risques cardiovasculaires dont on a beaucoup parlé au cours des années précédentes, liés à la contraception hormonale. Alors nous avons à l'heure actuelle à notre disposition 4 générations de pilules, si je ne me trompe. Ces générations de pilules sont en fait liées à leur date d'apparition sur le marché et à leur composition en oestrogènes et progestatifs. Toutes ces générations de pilules entraînent une augmentation du risque thromboembolique veineux, donc de phlébite, et de risque d'embolie pulmonaire. Mais les 3e et 4e générations favorisent plutôt l'athéromatose et donc les dépôts de plaques au niveau des artères et donc augmentent le risque cardiovasculaire. Donc en France, ce risque augmente avec les facteurs de risque, et donc avec l'âge de plus de 35 ans, avec l'obésité, avec la dyslipidémie, avec le diabète et surtout la poursuite d'un tabagisme. En France, 35% des femmes entre 20 et 45 ans qui prennent la pilule fument. Et le risque cardiovasculaire, à ce moment-là, est multiplié par 20. On observe environ 7 fois plus d'accidents thromboemboliques veineux chez les femmes qui fument et qui prennent la pilule, 8 à 9 fois plus d'AVC, et le risque chez les femmes qui fument plus de 10 cigarettes par jour et qui prennent la pilule au-delà de 35 ans, le risque d'infarctus est multiplié par 80, ce qui est quand même relativement important, et surtout avec les générations de pilules 3e et 4e. Donc il faut, lorsqu'il y a des facteurs de risque et que la patiente dépasse 35 ans, adapter le moyen de contraception pour éviter de leur donner des œstroprogestatifs péros pour éviter les accidents cardiovasculaires. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. La première chose à faire, c'est peut-être d'arrêter de fumer déjà, parce que c'est pas bon pour la santé des femmes, c'est pas bon pour la santé du cœur, c'est pas bon pour la santé en général. Oui, mais beaucoup de femmes continuent à fumer et veulent qu'on leur change le moyen de contraception. Oui, elles préfèrent fumer que de changer de moyen de contraception. Oui. Je crois qu'il y a un vrai travail pédagogique à faire. Tout à fait. Par nous toutes, par nous tous, effectivement. Oui, allez-y. Ce que je voulais juste rajouter sur votre chronique, c'est que pour autant, les 3e et 4e générations ont une augmentation du risque cardiovasculaire par rapport aux 2e générations. Mais il ne faut surtout pas que les patientes qui sont sous cette contraception depuis longtemps et qui n'ont jamais eu de problème, sachant que le risque cardiovasculaire il est maximal les premiers mois d'utilisation, arrêtent brutalement leur contraception parce qu'elles sont sous 3e ou 4e génération. Peuvent en rediscuter lors de la prochaine consultation avec le gynéco. Je crois la prescription de seconde génération chez elles. Voilà, en première intention, on a tout intérêt à prescrire des 2e générations qui ont un risque cardiovasculaire inférieur, mais les 3e et 4e générations ont leur place parce qu'elles ont des effets secondaires différents, une tolérance différente qui peut amener à leur prescription. Merci beaucoup Karine. Écoutez, nous allons vous libérer. Et puis pour terminer notre émission, nous allons laisser la parole à Fanny Mazméjean avec la revue du web.
Fanny, eh bien, on vous retrouve tout de suite dans une pharmacie, exceptionnellement. Vous allez nous parler de la contraception chez l'homme. Et oui, eux aussi, ils doivent s'en préoccuper. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans une pharmacie. Vous vous demandez peut-être pourquoi une pharmacie? Eh bien parce que j'ai voulu rappeler à ces messieurs que la contraception n'est pas qu'une affaire de femmes, mais bien d'hommes également. Le moyen le plus connu de la contraception reste le préservatif, donc vous pouvez le trouver sous toutes ses formes, qu'il soit fin, qu'il soit coloré, qu'il soit avec de la saveur ou autre. Le préservatif reste l'indémodable moyen de contraception pour vous messieurs. Le préservatif a deux rôles. Un rôle contraceptif, bien évidemment comme on l'a évoqué, et un rôle préventif qui permet de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Il existe un autre moyen pour vous messieurs qui est un peu plus radical cette fois-ci, c'est la vasectomie. Alors qu'est-ce que la vasectomie? C'est une opération mineure qui consiste à couper les canaux déférents, ce qui empêche du coup la communication entre le sperme et le liquide séminal. Donc l'homme reste stérile, donc c'est une intervention irréversible. Pour éviter une stérilité définitive chez vous messieurs, une entreprise américaine a mis au point un système de clamp en fait qui permet de fermer et rouvrir en fait les canaux, ce qui permet une stérilisation réversible, donc qui n'est pas stérile à vie. Savez-vous que vous aussi, messieurs, vous pouvez prendre la pilule. Certes, elle n'est pas très répandue pour le moment en France, mais n'hésitez pas, allez vous la faire prescrire et puis faites le premier pas. Merci beaucoup Fanny, et puis j'espère que les hommes qui nous écoutent vous ont entendu. En tout cas, c'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions tous les intervenants, nos invités et les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. En attendant, vous pouvez visionner notre émission sur notre chaîne YouTube Atout Santé. Vous pouvez aussi nous adresser vos commentaires et vos questions sur @atout-org.com ou sur Facebook Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans notre prochain numéro d'Atout Santé et d'ici là, eh bien sûr, soyez acteurs de votre santé. Atout Santé, l'émission réalisée avec le soutien de Bayer.